Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de prendre place. Alors, avant de faire l'appel, je vous rappelle que cette séance est ouverte au public. Merci au public d'être présent. Les débats sont également accessibles en ligne, en direct. Et je vais laisser donc la parole à la question pour l'appel, comme à l'accoutumée. En chantant ? Monsieur Ferrari, Monsieur Toscano, Madame Emriveoff, Monsieur Nafosi, Madame Grand, Monsieur Bouquercy, Madame Ben Yeloul donne pouvoir à Madame Emriveoff, Monsieur Bonnet, Madame Laïb, Madame Chemri, Monsieur Alphonse, Monsieur Rotolo, Monsieur Solaire donne pouvoir à Madame Laïb, Monsieur Vital donne pouvoir à Madame Bousboa, Madame Panagopoulos, Madame Rodriguez, Madame Bonnet, Madame Gomez-Viegas donne pouvoir à Monsieur Nymphosi, Madame Bousboa, Madame Tardivet donne pouvoir à Madame Panagopoulos, Monsieur Sétine, Madame Yakou, Monsieur Langlais, Monsieur Besançon donne pouvoir à Monsieur Rotolo, Monsieur Dridi donne pouvoir à Madame Yakou, Monsieur Dussart, Monsieur B, Madame Bernardo donne pouvoir à Monsieur Langlais, Monsieur Arrête donne pouvoir à Monsieur Alphonse, Monsieur Durand, Madame Solaire, Monsieur Simian, Monsieur Baudon. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Je vous propose donc de désigner comme secrétaire de séance Madame Louisa Laïb, s'il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est donc désignée secrétaire de séance. Merci. Le procès-verbal du Conseil municipal du 11 décembre 2025 appelle-t-il des observations particulières? Non. Alors je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. 3 précisions depuis la réunion des présidents de groupe. Il a été ajouté en urgence un vœu afin de répondre aux annonces du gouvernement sur les dispositifs expérimentaux en santé. Je remercie l'ensemble des groupes du conseil municipal pour avoir donné leur accord quant à cet ajout. Le vœu sera examiné en fin de conseil et sera présenté par l'adjointe en charge des questions de santé, Isabelle Emriveoff. Et il donnera évidemment lieu à un débat le cas échéant. Une erreur matérielle, deuxième point, est inscrite dans la délibération portant sur le renouvellement de la convention de portage avec l'établissement public foncier local concernant la friche Becker, qui a fait l'objet d'une modification dans sa partie calendrier financier. Il faut lire 528 853 € TTC et non 228 853 € TTC. Nous y reviendrons. La liste des délibérations mises en débat vous a été fournie, vous est remise également sur table. Il s'agit des délibérations 1, 2, 9, 10, 11, 19, 37, 39 et bien évidemment le vœu que je viens d'évoquer. Nous allons donc pouvoir passer à l'ordre du jour du conseil municipal particulier, puisqu'il s'agit du dernier de cette mandature. Je me permets juste de faire une petite rétrospective pour se rappeler du premier conseil d'installation qui a eu lieu quasiment 2 mois et demi après l'élection elle-même, puisqu'il y avait eu l'annonce du confinement, Covid, etc. On s'en rappelle. C'était d'ailleurs un conseil municipal où nous étions foyer municipal, ce qui est plutôt logique pour un conseil d'installation, mais avec des distances incroyables entre nous. Je voyais le gel hydroalcoolique là, qui reste des vestiges de ces périodes-là, les masques. Effectivement, c'était quand même ça le début de ce mandat 2020. Et puis, bien sûr, combien d'événements auront ponctué ce mandat, en dehors du travail qui est mené ici, des échanges, des débats que nous avons eus, vifs,
parfois et évidemment toujours pour l'intérêt de nos concitoyens. La crise de l'inflation, la crise énergétique, et puis bien sûr, qui nous a beaucoup rythmé, la crise de la plateforme chimique. Voilà, c'est tout ça, 6 ans, tout ça est passé tellement vite, finalement. Et naturellement, j'y reviendrai à la fin de ce conseil pour saluer le travail de tous, mais c'était tout simplement pour se remémorer quelles avaient été les conditions des premiers conseils que nous avions. Alors, je vous propose qu'on démarre sans plus attendre en laissant la parole à Isabelle Emery-Vehoff pour l'autorisation donnée au maire de signer le protocole tripartite d'organisation du partenariat entre Ici Santé, l'association Le Peuplier et la ville pour le montage du projet Centre de santé communautaire sur le site Arc-en-Ciel. La parole est à Isabelle Emery-Vehoff. Merci, monsieur le maire. La signature de ce protocole ouvre une nouvelle étape au projet du centre de santé communautaire. Cela fait déjà plus de 3 ans, je dis 3 ans si ce n'est pas 4, en tous les cas, que la ville travaille auprès de l'association Le Peuplier qui porte ce projet de centre de santé communautaire qui serait situé, je vous le rappelle, mais je pense que vous le savez tous, sur les locaux commerciaux de Arc-en-Ciel et plus précisément dans anciennement le local Élite. C'est un local d'environ 280 mètres carrés. Donc, on a travaillé longuement ensemble, un travail collaboratif sur la faisabilité. Et je vous souvenez qu'ici même, il y a 1 an, on avait délibéré sur un accord de principe avec eux et sur une aide aussi financière pour qu'eux puissent pouvoir faire une étude de faisabilité via un architecte. On a continué le travail ensemble et on est arrivé à des limites et on est allé chercher des acteurs possibles qui puissent venir soutenir et faire aboutir ce projet. Donc la ville a souhaité se rapprocher d'Ici Santé. Santé, c'est une société qui est détenue par la société Méridiam et l'État. C'est une société dont la raison d'être est de favoriser l'accès à la santé sur les territoires les plus vulnérables, essentiellement les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, ce protocole définit donc les conditions de partenariat. Il engage la ville à réserver le local dans l'attente de la mise au point du montage économique et financier et à le céder dans le cadre d'un bail amphithéotique ou à construction si à l'issue des études préalables le projet est jugé viable et investissable par le comité de pilotage. Le rôle déterminant de la ville est en outre de soutenir la démarche de recherche de subventions et de veiller à la cohérence du projet avec les politiques publiques de santé et de renouvellement urbain. Les engagements de l'association Le Peuplier sont de participer aux côtés d'Ici Santé à la définition des besoins, être le représentant des parties vis-à-vis des autres parties prenantes et en particulier les collectivités locales et l'ARS, de présenter un modèle économique pour le fonctionnement du centre de santé compatible avec le niveau de loyer nécessaire à la réalisation du projet immobilier, d'assumer les risques d'exploitation sur une durée longue et de participer à la recherche des subventions. Les engagements d'Ici Santé sont d'avancer tous les frais d'études en phase d'études de faisabilité technique et financière en vue d'assurer par la suite la maîtrise d'ouvrage du projet, d'assurer la structuration financière, notamment la recherche de subventions et d'en assumer le risque immobilier et financier, et de mener la structuration contractuelle. Il y aura donc un comité de pilotage afin de travailler et d'avancer ensemble. Et pour la part de la ville, il sera représenté par le maire président du CCAS et le ou la vice-présidente du CCAS. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des observations? Oui, Patrick Durand. 2 petites questions. Est-ce que la situation des financements SECPA vient remettre en cause l'équilibre du projet indirectement par rapport. Donc ça, c'est une interrogation. Bon, ça vient d'arriver. Et on parle donc dans le document de comité de pilotage. Est-ce qu'on peut réfléchir dès à présent à mettre un comité d'usagers qui permet d'élargir, qui n'est pas prévu dans le. Est-ce que
comment on peut travailler sur un comité d'usagers qui permettront de travailler collectivement avec les Pontois et Pontoises qui sont intéressés par ces questions-là. C'est une interrogation. Pour le financement, merci. C'est que en tous les cas, on ne sait pas encore si ça va impliquer une difficulté. Il y a des montages financiers qui sont en train de se faire, il y a des subventions qui sont demandées, qui vont être demandées, qui sont en recherche, mais on ne sait pas si sur ce centre-là, ça va avoir un impact ou pas. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on est un petit peu dans le flou vis-à-vis de ce centre-là. En tous les cas, il ne pourra pas rentrer dans ces subventions-là si cette subvention-là était à demander. Mais l'idée, c'était aussi peut-être de le monter autrement. Et parce qu'on m'a parlé dans l'oreille en même temps. Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, de toute façon, l'idée, elle a été toujours tout le long de ce mandat et sur le prochain mandat, c'est de faire participer au maximum les usagers et les Pontois. Donc oui, j'ai envie de dire oui, un grand oui. J'y rajouterais même que c'est presque même consubstantiel du projet de centre communautaire, c'est-à-dire que la gouvernance est très horizontale, une volonté de travailler avec la population locale. Quand on voit celui, par exemple, de Village 2, typiquement, il y a vraiment ce travail-là qui est mené et qui peut être extrêmement intéressant. Donc ça, c'est à construire. Mais je pense que c'est vraiment... ça ne souffre d'aucune difficulté vu la gouvernance de ce type de centre communautaire. Très bien. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Merci infiniment pour cette nouvelle brique au projet Arc-en-Ciel. La délibération numéro 2, c'est le premier adjoint qui va la présenter. Il s'agit de m'autoriser à signer le renouvellement de la convention de portage avec l'établissement public foncier local concernant la friche Becker. Merci. Oui, je rappelle que le PFL du Dauphiné intervient pour le compte de la collectivité garante en amont des opérations prévues par celle-ci afin de constituer des réserves foncières, de requalifier le foncier et de faciliter la mise en œuvre de son projet. Le projet de renouvellement urbain porté par la commune de Pont-de-Claix vise aujourd'hui une programmation mixte alliant habitat et activité économique dans le domaine de la production alimentaire. À ce titre, la commune a rencontré un acteur spécialisé dans le montage de projets de ferme en aquaponie. Par ailleurs, le portage a déjà fait l'objet, et on l'a vu ici par 2 fois, de conventions et elles sont toutes 2 échues. Le prix de revient de ce stock atteint désormais plus de 3,4 millions d'euros. Le portage ayant fait l'objet de 2 conventions successives, il est donc nécessaire de préciser les modalités de cession et de portage dans une nouvelle convention. Et la nouveauté, c'est que le PFL maintenant se fait payer par un échéancier et celui-ci démarrera à partir de 2026 en cohérence avec ce nouveau processus de déstockage de l'EPFL. Les conditions de sortie du portage sont les suivantes, avec la mise en place d'un calendrier de paiement de 2026 à 2030, 250 000 euros par an, de 2031 à 2032, 528 582, en 2033, 528 583 euros, et de 2034 à 2035, 318 423 euros. Voilà. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Des questions? Parfait. Merci. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité. La 3 n'est pas mise en débat. Il s'agit... Elle est mise en débat, la 3. C'est pas... Ah bon, ok. Ah oui? C'est parce que j'ai sur mon déroulé, mais c'est pas grave. Je vais du coup vérifier. Ok, très bien. Alors, je laisse la parole à Sam Toscano pour la délibération numéro 3. Oui, c'est l'autorisation donnée à Monsieur le maire de céder à l'euro symbolique une partie de la parcelle AP 140
aux époux d'Iridi. La parcelle fait 80 mètres carrés et depuis 2017, nous échangeons avec les époux d'Iridi au sujet d'une parcelle qui se situe au pied du parc Borel et qui nécessite un entretien. Et pour entretenir cette parcelle, il faut passer dans la propriété des époux d'Iridi. Donc nous nous sommes mis d'accord pour leur céder à l'euro symbolique et ils payeront les frais de notaire et les autres frais annexes pour être propriétaire de ce petit bout de parcelle. Très bien. Y a-t-il des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc la numéro 3, qui est la 4, qui n'est pas en débat. Déposer une déclaration préalable de travaux pour la démolition et la reconstruction du mur classé au 37 avenue du Maquis de Loizan. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité. La 5 n'est pas mise en débat. Autorisation donnée au maire de déposer une déclaration préalable de travaux pour le remplacement des menuiseries extérieures de la façade nord du bâtiment maternel au centre aéré de Vars-Salières-Hérissé. Qui s'oppose, qui s'abstient? À adopter. 6. Autorisation donnée au maire de déposer une déclaration préalable de travaux pour des travaux sur l'école élémentaire Saint-Exupéry. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. La 7, pas de mise en débat. Toujours pour une autorisation de travaux sur le bâtiment de l'Escale, l'amphithéâtre l'Escale. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. La 8, elle n'est pas mise non plus en débat. Autorisation donnée au maire de signer une convention de partenariat entre la ville et l'entreprise Becton Dickinson portant sur l'emprunt d'ouvrage du CSE de Becton Dickinson à la bibliothèque Aragon. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. La 9 est mise en débat. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville et le commissaire d'exposition, Philippe Gonnet. Je laisse la parole à Sam Toscano. Oui, c'est à l'occasion de l'exposition hommage à Roland Répuc. Je vais rappeler qui était Roland Répuc, qui était un artiste plasticien et qui a créé la Biennale d'art non objectif à Pont-de-Claix. Depuis 2011, et cette biennale continue toujours de vivre, j'allais dire, malgré le départ de Philippe. Et c'est Philippe Gonnet qui a créé avec l'épouse de Roland Répuc une association. Et cette association, c'est elle qui organise l'hommage à Roland Répuc avec la ville de Pont-de-Claix. Roland Répuc a permis à des centaines de gamins de Pont-de-Claix de se familiariser avec l'art abstrait et a placé le monde de l'art contemporain sur la carte du monde, la ville de Pont-de-Claix sur la carte du monde. Donc voilà, des dizaines d'artistes du monde entier sont venus à Pont-de-Claix et continueront de venir. Et on lui devait bien cet hommage qui aura lieu du 26 février au 25 avril 2026. La délib porte sur l'autorisation donnée au maire de signer une convention de partenariat entre la ville et le commissaire d'exposition. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Des demandes de précision? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. La parole est à Delphine Chemry pour la dénomination de la venelle Abdelkader Mamadou, située dans le quartier des Minotiers, aux abords du giratoire Charles de Gaulle Nord. Par délibération du conseil municipal du 7 avril 2022, la venelle située dans ce quartier a été dénommée Yvette Chalon. Dans le cadre de la livraison du nouveau terrain de foot, il a été décidé de donner ce nom le nom d'Yvette Chalon à cet équipement. Du coup, il est proposé de dénommer la venelle Abdelkader Mamadou. Abdelkader Mamadou est un pontois, il était correspondant local du Dauphiné libéré, membre de l'Office municipal des sports et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la commune. Pour ce faire, l'accord de son épouse a été recueilli. Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci infiniment. Je vous propose de passer au budget principal de la ville. Présentation, vote du budget primitif 2026. Affectation des enveloppes de subventions. Et je laisse la parole à Maxime Ninfosi qui présentera les délibérations 11 et 12 en même temps. La parole est à Maxime Ninfosi.
Merci, monsieur le maire. Je voulais déjà saluer le travail des services pour ne pas oublier par rapport à la note qui nous est présentée, qui est extrêmement précise. Vous rappelez qu'on se situe dans la deuxième étape donc, du cycle budgétaire 2026, puisqu'il y a maintenant le 11 décembre 2025, nous avons présenté donc, le rapport d'orientation budgétaire qui avait fait l'objet d'un débat entre nous, qui posait à la fois les grandes orientations de la ville, on y reviendra, mais également une photographie à l'instant T de la situation budgétaire communale, mais qui était en le rappelant, avec un enjeu notamment national au regard des débats qui avaient lieu déjà à l'époque au Parlement sur notamment la contribution des collectivités territoriales à la résorption du déficit de l'État. Nous y reviendrons puisque des nouvelles fraîches du 2 février ont eu lieu puisque le budget a été adopté notamment dans les deux chambres. Vous rappelez que le budget se vote de manière sincère avec les éléments qu'on a connus au moment de la présentation du budget en commission municipale et donc les nouvelles prises au moment du débat parlementaire ne sont pas intégrées à ce stade du budget. Donc on y reparlera dans quelques minutes. Il y aura l'exécution du budget, des décisions modificatives auront lieu au cours de l'année du cycle budgétaire, avec notamment l'affectation des résultats 2025 qui nous permettra notamment de réajuster le recours à l'emprunt. Et au plus tard, donc le 30 juin 2027, nous voterons donc le compte financier unique 2026 qui reprend ce qu'on votait jusqu'à présent, à la fois le compte administratif et le compte de gestion. Je vous refais un petit rappel du contexte de crise politique et budgétaire dans lequel nous nous trouvons au niveau national. Donc, on avait évoqué au moment du débat d'orientation budgétaire la question du redressement des finances publiques qui était au cœur des débats budgétaires. Vous rappelez qu'il y a eu un cycle assez important mené à Pontlé et je remercie l'ensemble des élus qui ont participé à ces débats pour permettre de construire ce budget avec les éléments qui étaient les nôtres au moment de son élaboration, à savoir une participation accrue donc des collectivités locales à la résorption de ces déficits, en intégrant notamment une logique de réduction du déficit public à hauteur de 5% du PIB, l'intégration de 12 points, l'augmentation de 12 points des cotisations retraite sur 4 ans. On avait évoqué au moment du débat d'orientation budgétaire la mise en œuvre du DILICO, donc cette avance de trésorerie que les collectivités font à l'État pour résorber leur déficit, qu'on avait déjà intégré au budget précédent à hauteur de 155 000 €. On retrouve cette somme sur le budget en matière de dépenses, mais je vous l'ai mis en rouge. Finalement, le DILICO a été supprimé pour les communes dans le débat parlementaire, donc on aura cette dépense en moins au budget 2026. On aura les recettes qui vont avec, puisque le DILICO, c'est un échelon, on nous le reverse de manière échelonnée, 30% chaque année. Dotation et subventions de l'État et partenaires en diminution, donc ça c'était aussi en toile de fond dans nos échanges. Et la question notamment de la dynamique de compensation de l'impôt de production qu'on avait évalué à 800 000 € avec un taux de 25%. Et aujourd'hui, au stade du vote du budget de l'État, cette compensation a été réévaluée à la baisse à 19,3%. Les sénateurs ont essayé d'infléchir sur ce sujet-là. Donc on verra comment on est en train de faire tourner les modèles économiques pour voir quelle sera notre contribution. Néanmoins, l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que ces ponctions-là ne pèsent pas sur le périmètre du service public qu'on souhaite porter sur la commune. Vous rappelez, ça a été dit par monsieur le maire en préambule sur notamment la manière dont on a intégré nos nouvelles fonctions en 2020 avec notamment une crise Covid et une succession de crises sur ce mandat, avec à la fois le Covid qui avait pesé aussi sur notre manière d'appréhender de nouvelles dépenses, mais aussi la guerre en Ukraine, je l'ai dit, les crises climatiques qui font que les taux d'assurabilité de nos équipements sont de plus en plus élevés. Donc voilà, on est aussi
qu'on a aussi été impacté par cela, et ce qui a amené aussi à reposer la question du débat budgétaire dans notre collectivité et la manière dont on pouvait avoir une gouvernance qui soit davantage partagée sur ces questions-là et créer une vraie culture budgétaire. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire tout au long du mandat avec une succession de débats à la fois dans la majorité, mais aussi d'être plus précis dans les commissions pour vous présenter les cadrages budgétaires. Des investissements à réaliser en matière de transition qui sont importants et qui doivent nous engager à investir dans la transition écologique et énergétique, malgré le fait que le fonds vert, l'État a décidé de baisser notamment ses crédits au fonds vert. Donc on est aussi dans une contradiction entre une volonté de pouvoir investir fort dans notre pays sur ces questions-là et des ressources de l'État qui diminuent. Des transferts de compétences sans les ressources associées, c'est un élément important. On nous demande d'agir toujours plus fort, plus vite sur nos politiques. On pense aux politiques de santé, aux politiques éducatives. Mais malheureusement, ces transferts de compétences se font parfois et souvent sans les ressources associées. J'ai noté notamment des budgets de l'État en baisse, notamment sur les questions de politique sportive et culturelle. Ça a été souligné par les différents acteurs. Donc, comment nous, localement, on intègre aussi cette donnée, des ressources de plus en plus contraintes et incertaines, notamment en matière de libre administration et de perte d'autonomie fiscale. Et on le voit notamment sur la question de l'exonération, de la compensation de l'impôt de production, où on le touchait sous forme de fiscalité, on l'a sous forme de dotation. On le disait depuis plusieurs années. Attention, on peut finalement nous grignoter cette enveloppe et ce sera chose faite cette année. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Sur la situation pontoise, une situation financière qui est saine, on y reviendra par le fait de nos indicateurs, mais qui est fragilisée par les aléas que je viens d'évoquer. Un niveau d'endettement maîtrisé autour des 12 années, une épargne brute qui est variable. Donc l'épargne brute, c'est les recettes moins les dépenses. Elle était dynamique, cette épargne brute, les 2 années précédentes, mais sous les effets notamment à la fois de la cotisation CNRACL et des différentes suppressions de financement qu'on pouvait percevoir jusqu'à présent. Il y a une érosion cette année de 8%. Une population qui est en hausse, c'est à noter, j'ai voulu le préciser, 11 012 habitants, plus 160 habitants par rapport à 2022 et le dernier recensement. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable. Donc la construction de logements, elle amène aussi des nouvelles populations. Il y a à la fois un enjeu de parcours résidentiel, mais il y a aussi un enjeu de pouvoir avoir de nouvelles populations qui viennent sur Pont-de-Claix. Donc ça, c'est aussi important de noter ce dynamisme-là. Je l'ai évoqué notamment sur un budget de continuité dans un contexte d'année électorale, donc avec des grandes lignes qui sont posées, à la fois la maîtrise des dépenses de fonctionnement, une stabilité de nos taux d'imposition, il y a une délibération prévue à cet effet dans quelques minutes, une poursuite d'un plan d'investissement ambitieux, on y reviendra, et un financement responsable qui nous permet notamment de réduire nos charges financières cette année, même si c'est léger, il faut le noter. Avec un enjeu de poursuivre notamment nos politiques publiques autour de 4 axes qu'on a évoqués dans notre projet de mandature, à savoir les solidarités, l'écologie, la citoyenneté et la transformation urbaine, dans une logique de sacraliser le service public et de le défendre. Ici, autour de la table, nous sommes tous attachés à cette question-là. Sur les équilibres budgétaires, l'enjeu, c'est de préserver l'épargne brute, je l'ai dit, avec une stabilité de nos dépenses. Donc en fonctionnement, on sera sur un budget à 29 528 000 €, donc une légère progression. Une autre faible donc de nos dépenses et recettes. Je mets tous les éléments sur les recettes de fonctionnement pour que vous les ayez, pour que vous puissiez les visualiser. Un gros volume sur l'impôt et les taxes hors fiscalité locale, c'est notamment la fiscalité reversée de la métropole, qui est quasi stable à hauteur de 11 millions d'euros. On y retrouve notamment l'attribution de compensation à 9 millions d'euros et la dotation de solidarité communautaire 1,6 million d'euros. À noter que la métropole rentre dans le fonds de péréquation intercommunal, donc qui nous permet notamment, qui est reversé aux communes, et on touchera notamment pour la ville 115 000 € de ressources supplémentaires sur le FPIC. La particularité, c'est qu'on perçoit du FPIC de la métropole, mais on
on en verse, nous, en tant que commune, sur notre budget. Sur les produits des services, c'est quelque chose qui est dynamique, donc c'est les recettes notamment liées aux différents services qu'on propose, à la fois la cantine scolaire, Flottibule, le périscolaire. Rappelez qu'on maintient donc les tarifs à 15 tranches, donc, qui avaient fait l'objet d'un travail en début de mandat en 2021. On reposera ce débat-là en début de mandature si nous sommes toujours là pour faire en sorte aussi de retoiletter le travail qui avait été fait. Il y a une revalorisation des redevances antennes relais, donc sur notamment le parc Borel, plus 46 000 euros. Et on note notamment une hausse des inscriptions à la cantine scolaire où on touche près de 7 enfants sur 10 tous les midis dans nos cantines. Sur la fiscalité locale, le dynamisme est très faible, notamment lié à l'inflation, 0,8%. C'est ce qu'on avait, on avait un dynamisme qui était beaucoup plus fort les années précédentes, autour de 3%, donc ce qui avait mécaniquement augmenté notre fiscalité locale. Là, elle reste plutôt stable. Je l'ai dit, sur la stabilité des taux communaux d'imposition. On intègre 130 nouveaux logements dans nos bases fiscales, donc ça c'est aussi important en termes de dynamisme de nos recettes. La poursuite de la mise en œuvre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qu'on avait fléché à autour de 200 000 euros en termes de recettes, et on en a touché finalement que 60 000 cette année. On avait fait une campagne de communication aussi pour mettre à jour les bases de la fiscalité des propriétaires, chose qui a été faite, et finalement on perçoit moins que ce qu'on avait estimé. Mais la volonté, c'était avant tout de remettre dans le parc de logements des logements qui ne sont pas occupés. Sur les droits de mutation, c'est toujours été une recette dynamique maintenant depuis quelques années. C'est notamment lié aux transactions immobilières, les frais de notaire. Donc c'est 220 000 euros sur le budget. La grande part des droits de mutation sont touchés notamment par le département. C'est une des recettes qui est importante pour le département. Sur les dotations et subventions, elles sont stables. On y retrouve la dotation de solidarité urbaine, 430 000 euros. Donc là, elle est dynamique, plus 35 000 euros. Elle évolue positivement chaque année. Et on y retrouve notamment une dotation qui est liée notamment à la construction de logements sociaux sur la ville et notamment à l'indicateur de précarité de nos concitoyens. Donc plus elle est élevée, plus ça veut dire qu'il y a aussi une population fragilisée sur notre territoire. La compensation d'exonération, ce que je disais sur notamment les locaux industriels, on la maintient à 4,1 millions, moins 70 000 euros, mais c'était sans compter l'intégration de la réforme que j'ai évoquée en préambule, notamment sur l'exonération de 19,3%. Et enfin, un dynamisme dans nos recettes, c'est le caisse d'allocation familiale pour 1,5 million d'euros, donc qui regroupe notamment toutes les politiques famille, enfance, jeunesse portées par les centres sociaux, par la petite enfance, par l'enfance et la jeunesse. Donc ça, c'est aujourd'hui notre premier financeur, c'est la CAF. Sur le territoire, il y aura notamment une convention territoriale globale nouvelle à élaborer avec les communes de l'ancien canton de Vif. Donc voilà, on sera aussi à la manœuvre pour porter ce sujet-là et faire en sorte que la CAF puisse nous soutenir à la fois sur le volet fonctionnement, mais aussi sur le volet investissement au travers de ce qu'on peut réaliser en matière de travaux sur les crèches, par exemple. Sur nos dépenses réelles de fonctionnement, quelques mots. 26,5 millions, une progression de 2,44%. C'est notamment lié aux charges de personnel, mais on va y revenir. On y retrouve donc les charges à caractère général, avec une stabilité de nos dépenses d'énergie. Donc ça, c'est aussi un travail qui avait été fait par les collègues Gilbert, Michel, Mébroc, notamment sur les enjeux de stabiliser à la fois nos consommations d'énergie, de renouveler aussi en investissement nos flottes de véhicules, nos bâtiments publics, pour faire en sorte de diminuer nos dépenses de gaz, moins 85 000 euros, et une augmentation notamment des dépenses de réseau de chaleur, mais plus vertueuse finalement, pour 65 000 euros. Donc vous voyez le delta sur nos dépenses d'énergie, il est de moins 20 000 euros. On avait fait aussi un gros travail qui continue notamment en termes d'usage avec à la fois les associations pour faire en sorte que à la fois les températures elles répondent aux pratiques, mais elles puissent être aussi maîtrisées dans le cadre de ce budget-là qui avait évolué assez fortement au moment de la crise en Ukraine. Les dépenses d'alimentation qui sont stabilisées à hauteur de 380 000 euros et un renforcement des systèmes de collaboration et de gestion de projet liés à la formation du personnel.
Sur les charges de personnel, qui représentent 63-64% de notre budget, plus 3%, c'est notamment lié donc à la hausse du taux de cotisation retraite, où là, on est impacté sur 2 années maintenant cumulées, qui représentent 460 000 euros supplémentaires sur notre budget. Et après, on a des dépenses notamment liées à l'évolution du glissement vieillesse technicité, c'est l'évolution des carrières, notamment les avancements de grade, plus 180 000 euros. L'intégration de la prime annuelle qui avait été présentée par Dolores Rodriguez pour les titulaires et les contractuels, donc plus 70 000, plus 15 000 euros aussi pour les contractuels, de manière à harmoniser finalement l'accès à cette prime. Et l'intégration, par exemple, en année pleine, des recrutements qu'on a réalisés en 2025 pour 150 000 euros. On a notamment des prélèvements obligatoires, je pense notamment à cette dépense qu'on a maintenant depuis plusieurs années, autour de 243 000 euros, pour contribuer notamment dans le cadre des fonds de péréquation. On le rappelle, plus de 10 ans, plus de 15 ans sur ces questions-là, donc on a perdu à peu près 10 millions d'euros maintenant cumulés sur tous les prélèvements obligatoires que l'État nous somme de réaliser. Une augmentation sur le volet subvention au CCS, plus 9%, plus 180 000 euros, c'est notamment pour couvrir le déficit de l'EHPAD. Les maintiens des subventions aux associations pour 215 000 euros, on y reviendra. Et j'ai évoqué notamment la diminution des charges financières pour 36 000 euros, puisqu'on essaie aussi d'être proactif en matière d'emprunt et essayer de trouver auprès des banques les meilleurs emprunts possibles qui nous permettent de limiter ces charges-là qui pèsent sur le fonctionnement. Je vous ai fait une petite... Le service finance vous a fait une petite ventilation par fonction comptable. Donc, vous pouvez retrouver notamment à la fois toutes les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général 0,11 et charges à caractère charges des personnels. Donc, ça vous donne les grandes familles en termes de financement. Les services techniques, administration générale, 11,7 millions. Donc, on retrouve... à la fois le quotidien, l'électricité, les fluides, etc., mais aussi le volet RH. 3,7 millions sur le volet éducation, 2,5 millions sur la petite enfance, 2,2 millions sur les solidarités, 1,7 million sur la culture, Urba, espace public, espace vert, 1,5 million. Voilà, ça vous donne une ordre d'idée de ce qu'on fait en matière politique publique. Sur les investissements, donc vous avez notamment le PPI qui vous est présenté, 6,7 millions d'euros de dépenses d'équipement. Sur le mandat, on a réalisé 37,9 millions d'euros d'investissement et on était à 10 millions de moins en 2014 sur le mandat précédent. Donc voilà pour évoquer notamment les investissements sur la transformation urbaine et écologique de notre ville. Je vous ai mis quelques slides pour vous illustrer quelques projets par la suite. Et là, vous avez la même ventilation comptable qu'on retrouve notamment sur le document, la slide précédente. Sur la dette, 27 millions de dettes exposées notamment à taux fixe pour plus de 56%. Donc ça, c'est aussi un enjeu important. On est plutôt dynamique et attractif pour les banques par rapport à notre niveau de dette, un taux d'intérêt moyen à 2%. Donc voilà, on essaie aussi d'augmenter le nombre de banques à solliciter. C'est ce qu'on a fait notamment auprès des finances France locale. Voilà, pour essayer de diversifier aussi nos partenariats. Sur les différents projets, j'ai listé notamment sur le label 100% EAC, éducation artistique et culturelle, porté par Sam Toscano. Sur l'accès aux séances, on mettra 10 000 euros auprès de l'EPCC pour faire en sorte de poursuivre l'accueil gratuit pour les écoles pontoises et 6 groupes d'extrascolaires, l'intervention d'un médiateur scientifique pour 4 événements de la ville et la participation notamment à l'observation des étoiles hors les murs dans le cadre de nos animations de proximité. Je voulais rappeler cet enjeu-là, puisqu'il avait été aussi largement évoqué tout au long de ce mandat. D'ailleurs, les enseignants sont très contents de pouvoir accéder chaque année à Cosmocité. Une nouveauté avec l'intervention notamment des étapes dès cette année sur des cycles motricité pour les grandes sections. On a retravaillé avec les éducateurs sportifs sur leur intervention en milieu scolaire. Ça nous a permis de dégager des marges d'heures qu'on alloue notamment
dès la maternelle, en plus du travail qui est fait sur le savoir nager dès la grande section. Donc, je voulais l'évoquer avec vous. Sur le soutien scolaire, un enjeu fort parce qu'on est de plus en plus sollicité par les enfants, par les jeunes, par les familles sur le soutien scolaire. Donc, il se fait notamment de la maternelle au lycée, où on accueille 80 élèves accompagnés dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité et près de 150 enfants jeunes qui sont suivis dans le cadre du programme de réussite éducative. Donc, c'est des enjeux qui sont importants. Ça vient après recouvrir tout ce qu'on fait en matière d'éducation dans notre cadre de PEDT et qui vient après se consolider notamment avec le CMG étudiant. CMG étudiant, la jeunesse faire avec et pour les jeunes, le CMG étudiant, les bourses à projets jeunes qui sont notamment suivies par Nathalie Bousbois et Nader Dridi, les séjours citoyens sur l'été 2026, le travail autour du jumelage avec le Chili et notamment le collège Nelson Mandela. Il y a déjà eu dernièrement un travail de réaliser, il va se poursuivre encore cette année. Une coopération jeunesse avec la Tunisie, notamment portée par une association de jeunes pontois. Le travail autour de la cellule de prévention pour faire en sorte d'accompagner plus précisément les enfants, les jeunes, les familles qui peuvent être en situation de difficulté et une politique volontariste en matière de recrutement des apprentis et des jeunes stagiaires qu'on essaie d'avoir tout au long de l'année, soit par le collège, mais soit avec les lycées, notamment environnants, pour permettre notamment aux Pontois d'avoir une première expérience professionnelle. Le passeport culture qui sera reconduit, c'est l'aide de 40 € en direction des familles. On a accompagné près de 385 enfants cette année. Le soutien dans le cadre de la subvention au CCS sur les activités des centres sociaux qui permettent notamment à de nombreux de nos concitoyens d'avoir des activités en semaine ou pendant les vacances. Et le soutien aux aînés au travers de stratégies de soutien à la fois sur les associations, mais aussi au travers des centres sociaux. Un petit focus sur l'informatique, puisqu'on a fait le choix cette année de mettre pas mal de moyens sur à la fois en fonctionnement et en investissement pour permettre aussi d'être en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui en matière informatique, où on avait pris pas mal de retard. Donc notre chef du service informatique nous a fait un gros travail sur ce sujet-là pour nous aussi nous convaincre d'agir et ce qu'on a réalisé, donc et ce qu'on va réaliser en matière de softphonie, c'est notamment la suppression des téléphones, l'intégration de tout sur les ordinateurs portables, mais aussi c'est un investissement fort en matière de cybersécurité pour faire face aussi aux attaques qu'on peut rencontrer notamment. Donc, il y a un enjeu à la fois de modernité, de protection de nos données qui est important. Sur l'investissement, je vous refais un petit focus sur deux enveloppes qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant. C'est notre GER, donc c'est l'entretien notamment de nos espaces publics, où vous avez la ventilation avec près de 122 000 € investis sur les travaux dans les écoles. Donc on est à la fois sur la peinture, sur la plomberie, etc. On a des enveloppes notamment de travaux de mise en norme des ERP. Donc ça c'est le quotidien. En plus, la question de l'ADAP, où on fera notamment l'ascenseur sur l'école Saint-Exupéry. Et après, vous avez à la fois des travaux, des enveloppes pour l'EHPAD, pour la réfection de toiture, flottibule, etc. Donc ça, c'est des enveloppes qui sont importantes et qui doivent faire converger à la fois des enjeux de sécurité, mais à la fois des enjeux énergétiques, écologiques, etc. Donc c'est suivi avec précision par les collègues. La mise en norme notamment du tri sur l'espace public ou du renouvellement du patrimoine arboré dans la ville. Et je pense notamment aux plantations à la fois d'arbres de différentes espèces, je n'ai pas les termes précis, mais voilà, fleurs, etc., sur la ville. En matière d'investissement, notez à la fois donc, le projet Carré des îles avec les études en matière de restauration, sur la restauration municipale, le PSP Jean Moulin qui doit finir avant l'été notamment et ouvrir avant l'été, un vrai pôle de service public qui permettra à la fois aux Pontois d'accéder à une série de services portés par les services municipaux, mais aussi par les partenaires. L'aménagement fonctionnel de l'escale, donc là qui est en cours de travail, où on va à la fois ramener de la vie associative, certains services municipaux, le PIGE, le point d'information jeunesse qui va passer devant au lieu d'être derrière, donc derrière la place Michel Coutou, il passera devant. Il y a un travail notamment mené sur l'accessibilité
handicap sur ce bâtiment-là. La réhabilitation fonctionnelle du gymnase Maisonna. Donc, après avoir fait les espaces extérieurs, on agira sur l'intérieur avec un travail de concertation comme on l'a fait précédemment avec les usagers. Je pense notamment aux associations sportives, mais aussi aux étapes et aux professeurs d'EPS au collège, à la fois pour travailler sur les questions de vestiaire, de clubhouse, pour recevoir les familles, d'éclairage notamment dans le gymnase. Donc voilà, ce gros travail-là va être mené dès cette année 2026. Un confort thermique dans les écoles, donc c'est la poursuite du plan fraîcheur qui permettra à la fois d'agir sur les stores, les systèmes de ventilation. Donc actuellement, la DGA-TE rencontre l'ensemble des écoles pour préciser les besoins et il y a notamment un comité de pilotage la semaine prochaine pour préciser les contours de cette action et qui s'associera notamment à une volonté de végétaliser les cours d'école, mettre davantage d'arbres, etc. Et l'accessibilité des équipements, je l'ai évoqué notamment avec le travail fait autour de l'école élémentaire Saint-Exupéry après avoir fait notamment l'école Île-de-Mars. Donc voilà sur les grands projets. Pour terminer, l'enjeu, il est celui-ci, c'est de pouvoir être toujours ambitieux sur les politiques qu'on a essayé de mener tout au long de ce mandat. On l'a évoqué, les solidarités, l'éducation, la culture, le sport, la sécurité pour nos concitoyens, un enjeu important, mais aussi d'investir dans la ville pour faire en sorte que nos équipements publics, nos espaces publics puissent répondre à la fois aux standards de la ville de demain, mais aussi puissent répondre aux besoins de nos concitoyens à vivre mieux dans notre ville. Donc voilà, c'était un grand plaisir pour moi autour de ces 6 années de pouvoir porter ces sujets-là dans un contexte qui n'est pas simple. On a connu des périodes qui étaient beaucoup plus simples par le passé. Ici, il y en a qui ont suffisamment d'expérience pour se remémorer les choses où le denier public était moins rare. Donc là, il y avait un vrai enjeu aussi à faire en sorte que collectivement, nous puissions bien identifier les contours budgétaires. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de réaliser pour essayer d'avoir et de maintenir des finances saines sur notre ville et tout en garantissant un investissement fort qui permet aussi de soutenir l'activité économique locale, je pense notamment dans le cadre de nos marchés publics. Donc voilà, on continuera à agir comme il se doit pour le bien de nos concitoyens. Merci. Merci infiniment. La parole est désormais au conseil municipal. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Patrick Durand. Tout d'abord, j'associe les remerciements au travail des services et à la présentation de Maxime Nafouzi sur la qualité des éléments qui nous ont été fournis, autant en commission que lors des conseils municipaux. Le conseil municipal est réuni ce soir pour voter le dernier budget de la mandature. Dans un contexte national difficile suite au vote du budget de l'État, les impacts sur notre collectivité seront importants, comme sur Grenoble-Alpes Métropole, qui votera demain son budget et devra trouver 16 millions d'économies. Ce budget ne tient pas compte de cette nouvelle situation inacceptable pour les collectivités locales. Il nous appelle à résister et à nous mobiliser pour nous faire reculer l'État. La dernière information sur la suppression des aides SECPA au centre de santé est intolérable et nous devons réagir à la hauteur des attaques qui mettent en danger le projet de Pontet et l'avenir du centre des Chirolles du sud de Saint-Martin-d'Air. On y reviendra à l'occasion du vœu. Concernant le budget 2026 proposé ce soir, on peut noter des engagements forts de la ville sur le budget du CCAS, la solidarité, la prévention, l'aide aux familles, aux étudiants, la subvention à la maison de retraite de plus de 400 000 €. Des engagements de notre collectivité sur des grands projets, centre de santé, nouvelle EHPAD, Carré des Îles, nouvelle restauration. Des engagements sur les finances, les impôts locaux, le maintien du niveau actuel déjà élevé pour les pontois, l'augmentation seulement du coût de l'inflation, des participations des habitants à la restauration, accès à la piscine, tarif des centres de vacances et centres aérés. Il assure une continuité d'investissement sur la transition écologique, suite au bilan énergétique de 2025, remplacement des boiseries dans les écoles, végétalisation des cours, réduction des consommations d'énergie dans les locaux municipaux. Un maintien du niveau des subventions aux associations sportives, culturelles, solidaires et patriotiques qui font face à une augmentation des coûts de fonctionnement importants et une baisse des aides de l'État, du département et de la région. Un engagement fort sur l'entretien du patrimoine communal, en particulier les équipements sportifs
qui ont été présentés par Maxime, hein, mais aussi nécessité de travailler sur le boulodrome, gymnase Malik Cherchari, la tribune de pont et le gymnase Victor Hugo. La bonne réalisation de ces objectifs nécessite un engagement fort pour la qualité du service public porté par les agents de la ville. Travailler, mettre le service public au plus près des pontois, améliorer, moderniser nos actions pour faire évoluer les organisations, pour être plus efficaces et plus proches des citoyens en maintenant des conditions de travail de haut niveau. Un dernier point, il faut continuer à travailler sur la tranquillité publique, les relations avec les forces de l'ordre, la police municipale, mais aussi la présence de médiateurs de quartier. Bien sûr, nous restons vigilants au respect des engagements pris au travers de ce budget et notre groupe votera le budget comme il l'a fait l'année précédente. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Pas de demande de prise de parole supplémentaire. Très bien. Je vais, avant de laisser la parole à Maxime Nafouzi, dire quelques mots. Nous voudrais aussi saluer les services pour le travail, les élus, l'ensemble des élus pour, je dirais, année après année, finalement trouver des économies sur le budget, puisque finalement la seule règle qui a prévalu désormais pour les 6 dernières années, comme celle d'avant d'ailleurs, ça a été la réduction des dépenses. Et jamais la question finalement de l'amplification de politiques publiques en direction des habitants. Nous sommes aujourd'hui contraints par un État, je dirais, un État qui n'a plus aucune boussole d'intérêt collectif. Je ne vais pas parler d'État parce que j'ai du respect pour l'État, je vais parler du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons connu une année particulièrement violente pour près de 600, plus de 500 personnes sur le site de Vancorex. 500 familles ont perdu leur emploi. 500 personnes ont perdu leur emploi. 500 personnes, 500 familles ont été projetées dans une situation de précarité, de difficulté, tout simplement liée à l'incapacité d'un gouvernement à définir une politique industrielle stratégique. Il aura fallu un changement de ministre, un seul, pour que ce dernier ait une vision industrielle, ce qui ne fait pas d'ailleurs du gouvernement un gouvernement ayant une vision industrielle. Je salue d'ailleurs le ministre que j'ai encore eu hier sur la situation d'Exalia au téléphone, tant il suit avec attention les choses, mais je n'en doutais pas. Nous avons un gouvernement qui est violent avec les précaires, avec les personnes fragiles, et qui est coulant avec les nantis. Puisque nous perdons 600 emplois et on nous supprime, je dirais, une compensation des bases industrielles sur notre budget. Est-ce que ceci est explicable ? Tirer sur les ambulances, je pensais que ceci n'existait pas en fait. Nous sommes aujourd'hui des territoires industriels sinistrés et le gouvernement a décidé que nous étions finalement ceux qui devaient contribuer le plus à l'effort de résorption des déficits publics. Alors qu'il y a tant d'autres qui devraient contribuer à ça. D'ailleurs, j'écoutais hier, je ne sais pas si vous l'avez écouté, que le ministre de l'économie nous disait qu'il avait eu une bonne surprise dans les budgets, non pas que la situation s'était améliorée par un coup de baguette magique, mais parce que les rentrées fiscales rentraient plus. Et c'est le seul volet que le gouvernement n'a jamais voulu regarder. La question des recettes, finalement taxer beaucoup plus aujourd'hui les grandes fortunes dans ce pays, aller chercher tout simplement l'argent sur des multinationales qui aujourd'hui n'ont de cesse que d'améliorer tout simplement le retour sur ses actionnaires. Mais on nous demande, nous, inlassablement, de façon presque, je dirais, comme un toc, de contribuer financièrement à la résorption des déficits publics. Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes finalement ponctionnés, telle une sangsue qui nous colle aux artères,
par un État qui aujourd'hui ne sait rien gérer et ne sait pas gérer son budget lui-même. Donc c'est une situation assez impressionnante et un État et un gouvernement qui violentent finalement des territoires qui sont eux-mêmes déjà en difficulté. Donc vous voyez où est la logique de tout cela. Alors, vous l'avez compris, dans les propos que j'ai pu tenir sur le budget de la métropole, Patrick Durand l'a dit, 16 millions de nouveaux à les trouver sur environ 80 millions 80 millions d'euros sur lesquels on a une marge de manœuvre. 16 sur 80. Et ici, nous aurons l'impact tout simplement de la loi de finances. Que dire de tout ça? Les parlementaires ont travaillé pendant 4 mois, 5 mois pour obtenir cette copie-là. C'est-à-dire que vous avez eu 577 députés qui ont travaillé pendant 4 mois pour arriver à une copie qui est aujourd'hui d'une violence comme jamais la commune de Pont-de-Claix n'aura connue depuis de nombreuses années. Le maire que je suis, et c'est le maire qui parle, ne peut en aucun cas accepter ça. Et personnellement, et c'est là où moi j'ai une divergence notable, c'est la première, depuis très nombreuses années, avec ma députée, qui n'a pas voté la censure de ce gouvernement. On ne peut pas se contenter, pour le plaisir, de dire que si on avait voté la censure, on aurait entraîné le chaos. Regardez ce soir, nous prenons un vote en urgence, parce qu'une des principales préoccupations de nos concitoyens, les centres de santé, vont être amputés de subventions. C'est ça le budget du gouvernement de ce pays. Nous avons appris il y a quelques semaines de cela que nous allons avoir 4000 postes supprimés dans l'éducation nationale qui, indéniablement, remettront en question la question, tout simplement, je dirais, des classes qui sont à 12 élèves en maternelle pour les moyennes et grandes sections et comme en élémentaire pour les classes de CP, CE1. Nous allons aller droit vers ça. Et c'est ça, le budget, aujourd'hui, de la France. Donc j'avoue que, personnellement, maire d'une commune industrielle, population modeste, personnellement, j'ai du mal à comprendre certains arbitrages qui peuvent être faits pour laisser durer un gouvernement, finalement, qui nous assassine. Hein. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, globalement, je ne suis absolument pas satisfait de cette séquence-là. J'aurais pensé qu'on ait quand même un traitement un peu plus équilibré de la potion d'amertume qu'on décide de nous faire boire, je dirais, sans difficulté. 1000 milliards de dettes supplémentaires, 1000 milliards de dettes supplémentaires pendant le mandat d'Emmanuel Macron. 1000 milliards de dettes supplémentaires. Et on nous demande, nous, d'assumer finalement ce qu'un chef de l'État, un gouvernement, des gouvernements ont fait. Et on nous demande, nous, je dirais, sans aucune autre forme de procès, d'assumer et d'éponger. Ce que l'on qualifie les Mozart de la finance, c'est vous dire à quel point on n'a aucun goût, ni même aucune culture. Pour pouvoir considérer qu'ils soient des Mozart, c'est véritablement mal connaître ce qu'est la musique classique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes face et nous avons des enjeux qui sont énormes, une population qui a besoin de plus en plus du soutien des politiques publiques. Et nous avons tout simplement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend quoi? Qu'on réduise le périmètre des services publics, qu'on n'investisse plus, mais qu'on n'investisse plus. Moi, je pense que Patrick Durand a raison de dire qu'il nous faut absolument résister. Et moi, je trouve que résister en laissant survivre un gouvernement comme celui-ci relève plutôt, finalement, je dirais, d'un traitement qui me questionne. Donc, globalement, on nous dit, de toute façon, vous serez obligé d'assumer. Je ne sais pas. Je le dis pour la première fois, je n'ai aucunement envie de me soumettre à de telles actions aujourd'hui par un gouvernement
qui finalement se fout. Lui n'a aucune règle budgétaire et nous demande à nous d'en avoir. Je n'ai pas très envie de me soumettre. Je crois qu'aujourd'hui, se soumettre, c'est capituler, c'est accepter tout simplement que nous sommes, je dirais, des moutons sur lesquels on peut absolument faire les choses. Donc je le dis ici, voilà, c'est demain, devons-nous fermer des services publics, des centres sociaux? Devons-nous réduire le périmètre du service public en direction des personnes âgées? C'est cela que nous aurons à choisir. Hein. Devons-nous enlever du personnel dans nos écoles? Devons-nous demander à des fonctionnaires territoriaux de partir? Devons-nous, encore une fois, décider de ne plus chauffer? Voilà. C'est ça les questions qu'on va nous demander d'assumer pour le compte d'une décision dont nous n'avons aucune responsabilité dans les dérives et les dérapages. Donc j'avoue, c'est même pas de la colère, elle est froide, vous l'avez bien compris, mais à un moment donné, mes chers collègues, il va falloir s'interroger si nous acceptons, si nous nous soumettons à tout simplement cela. Moi, je n'ai pas très envie, à ce stade, de le faire. Et globalement, moi, j'invite à ce qu'il y ait quand même un sursaut pour que nous puissions enfin, je dirais, porter les services qui sont nécessaires, comme si nous étions toujours des mauvais gestionnaires de tout. Effectivement, c'est tellement facile pour des mauvais gestionnaires de dire que finalement tout le monde l'est. En fait, non. Les collectivités gèrent plutôt bien, quelles que soient les villes dans lesquelles ils sont. Donc voilà, c'était le coup de gueule que je voulais tout simplement exprimer, parce que c'est le dernier budget que nous votons de ce mandat. Nous aurons bien sûr sans doute à en faire des modifications. Nous verrons d'ailleurs de quel niveau. Moi, je ne suis pas prêt à ce que l'on abandonne des pans entiers du service public. C'est un vrai choix. Je vois derrière le service public, c'est des populations, c'est des familles, etc., qui en a le plus besoin aujourd'hui. Je ne serai pas plus long. C'était tout simplement pour vous dire ces éléments-là, car, encore une fois, je trouve que nous vivons une période bien difficile et que, finalement, tout ceci d'exprimer que le chaos, c'est, finalement, si on fait tomber un gouvernement, la Constitution est robuste. Hein. S'il faut retourner aux urnes, il faudra retourner aux urnes. Je ne comprends pas que, dans ce pays, des parlementaires aient peur de retourner aux urnes. Ça fait partie des choses. Je pense qu'il y a des sujets qui sont extrêmement populaires aujourd'hui dans la population. La taxe Zuckman est un sujet très populaire. Un certain nombre de sujets sont très populaires. Pourquoi avons-nous peur du débat avec le peuple? Donc, à force d'attendre, la réaction du peuple sera sans doute beaucoup plus violente que l'on ne le pense. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Dolores Rodriguez. Faire au moment de ma délibération, mais pour pas que ça soit trop décalé par rapport à votre intervention, monsieur le maire, moi je voulais, comme c'est le dernier conseil municipal, remercier évidemment l'ensemble des services, remercier l'ensemble des agents, remercier l'administration, remercier la qualité du dialogue social dans le cadre de ma délégation avec les organisations syndicales. Et effectivement, moi je veux dire, je ne sais pas qui sera élu en responsabilité, mais en tout cas, cette responsabilité de la RH, c'est un vrai questionnement sur demain. Parce que trouver presque 800 000 euros en RH, c'est juste... je ne sais pas comment on fait, on va le travailler collectivement et vous le travaillerez collectivement, j'en suis sûr, mais à côté de ça, je voulais remercier tout le monde pour le sens de la créativité parce qu'il a fallu être inventif, créatif, pour permettre quand même de maintenir un niveau d'avancement des collègues satisfaisant, que les conditions de travail ne soient pas ultra dégradées, que voilà. Que les agents aient joué le jeu aussi de certaines mobilités, que l'administration ait accompagné les difficultés. Et je vous remercie le service RH, évidemment, avec Maxime, avec qui on travaille sur la maîtrise de la masse salariale. C'était déjà pas facile hier. Je me demande comment ça sera demain. Et je pense aussi qu'on a quand même
quand même permis d'avoir des revalorisations significatives aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, on en a d'autres, que la loi, les mêmes, nous impose encore, hein. C'est-à-dire, alors tant mieux pour les personnels, mais il va falloir reparler de la participation mutuelle, il va falloir reparler, c'est la période de reparler des revalorisations RIFSEP, c'est la, je veux dire, voilà, c'est, faites-en toujours plus. Ça fait des années qu'on compense les manques de l'État, hein. Mais là, on disait le prof de gym, les TAPS, la musique, la piscine. Bon, là, aujourd'hui, c'est autre chose. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense qu'ils ne réduiront jamais les dépenses là-haut et ils veulent que nous, on sacrifie le service public. Parce que c'est ça, en fait. La loi de modernisation de M. Macron, je vous rappelle, et ça, je pense que ça va être fait dans beaucoup de collectivités parce que les maires n'auront pas d'autre choix. Aujourd'hui, quand on externalise un service, on peut l'externaliser avec l'ensemble des personnels. Avant, ils avaient le choix de rester dans la collectivité ou aller dans les entreprises. Et maintenant, non, ils n'ont plus le choix. Donc, je vois bien beaucoup de services et des pans entiers passer au privé. C'est une manière de dégraisser qui... Voilà. Mais il va falloir qu'on soit encore plus imaginatif. Et moi, je voulais remercier les organisations syndicales, les élus, l'ensemble des personnels, parce que je le dis souvent, le service public n'existe pas s'il n'y a pas d'agent du service public. Merci. Merci. Maxime Linfosi, pour conclure, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole à ce stade. Non? Merci. Alors, je vais mettre aux voix ce budget. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité du budget. Merci infiniment à toutes et tous. Je vous propose donc, sur le budget régie de transport, il a été, je crois, présenté. Quelques éléments peut-être ou... Allez. Oui, très très rapide. C'est le dernier vote du budget de transport sous sa forme de régie, puisqu'il sera intégré au prochain budget principal de la ville. Juste, on note la subvention, parce que je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, la subvention de fonctionnement de 125 000 euros, 170 euros, pardon, pour faire fonctionner notre régie de transport qui permet notamment aux enfants d'aller soit au centre aéré de Var, soit de faire des sorties scolaires, c'est important. Et à noter que notamment sur les investissements, nous n'avons plus le remboursement de l'emprunt. C'est terminé, donc on a un faible équilibre en investissement et plus de dépenses. Voilà, ça c'était à noter avec le renouvellement du bus il y a quelques années maintenant. Merci. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Merci. La 13, admission non-valeur, qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. La 14, qui n'est pas mise en débat, l'autorisation de signer la convention ville-CCAS précisant les modalités de versement de la subvention d'équilibre. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Autorisation donnée au maire de signer la convention entre la ville et la régie de transport relative à la versement de la subvention d'équilibre. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Nous arrivons à la 16, qui est mise en débat. Sur le vote des taux, je laisse la parole à Maxime Linfosi. Bon, rapide présentation, puisqu'on a déjà évoqué l'essentiel dans la présentation du budget. Donc, il s'agit de reconduire les taux communaux à l'identique par rapport à l'an dernier. Et notamment, vous rappelez qu'on a intégré maintenant depuis 2025 le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, à savoir 20%. Donc voilà, je le redis dans ce cadre-là. Pas d'évolution de nos taux d'imposition communaux une nouvelle fois cette année. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci infiniment. Garantie d'emprunt auprès du Crédit Coopératif à la SPL Isère Aménagement pour la ZAC des Minotiers. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Garantie d'emprunt auprès de la Banque Postale accordée à la SPL Isère Aménagement aussi pour la ZAC Minotier. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Nous arrivons aux attributions de subventions aux associations sportives pour l'année 2026. Je laisse la parole à Maxime Linfosi et nous sommes sur une présentation des délibérations entre la 19 et la 33, si j'ai bien lu. Oui. Je reviendrai pas donc association par association sur les versements puisque ça a longuement été présenté
dans les différentes commissions. Juste rappeler que l'enveloppe globale est de 215 000 €, que les versements aux associations représentent là 196 900 €, et donc il reste un solde de 18 100 € pour accompagner des projets associatifs tout au long de l'année, à la fois sur les associations sportives, culturelles, de solidarité, de loisirs, environnementales et patriotiques. Et quelques subventions qui évoluent à la marge, à plus ou moins 500 € en fonction des différents projets. Et ça nous permet notamment d'avoir ce petit solde qui permettra aux futurs élus aussi de pouvoir accompagner tout cela. Rappeler qu'on a fait quand même un gros travail sur ce mandat de critérisation. Donc il y a eu un enjeu d'aller chercher aussi, de voir ce qui se fait ailleurs en matière de critères en direction des associations pour attribuer les subventions. Moi, je reçois à peu près entre 30 et 40 associations par an individuellement pour faire le point sur leur activité, en plus du travail qui est fait, et je les remercie. C'est soirée remerciements, mais remercier les agents aussi de la Maison des associations qui œuvrent, eux, sans relâche, qui sont interpellés très régulièrement. Des fois, c'est pour un créneau, c'est pour une clé, c'est pour un badge, c'est pour une lampe, une lumière. En lien avec les services techniques, on a essayé d'être assez opérationnel aussi sur ce mandat pour répondre aux enjeux. Pour faire en sorte, on parlait notamment de ce qui fait tenir le pays ce qui fait tenir le pays, c'est aussi notamment nos bénévoles, qu'on est tous autour de la table reconnaissants envers leur travail. On a cette chance à Pont-Clé, comme ailleurs, d'avoir des bénévoles qui sont mobilisés, qui agissent pour les autres, pour permettre à la fois de faire fonctionner les solidarités dans cette ville, pour permettre aussi aux enfants d'accéder, ou aux plus grands d'accéder à la culture, d'accéder à une activité sportive, de se faire plaisir, de se détendre. Et ça, c'est aussi des enjeux qui sont essentiels dans notre vie de tous les jours. Et donc, je pense particulièrement à ceux qui lavent les maillots tous les week-ends, qui tracent les lignes, qui amènent les enfants des fois en se substituant aux parents pour aller faire des déplacements, qui organisent les lotos, qui tiennent la compta, qui participent aux différentes animations dans la ville. Donc c'est aussi ça la richesse de notre territoire, et on entend bien évidemment le conserver, parce que c'est aussi cette colonne vertébrale qui fait en sorte qu'on puisse aussi bien vivre à Pont-Clé, et que lorsqu'on accueille des nouvelles populations, elles recherchent à la fois les questions scolaires, mais aussi quel tissu associatif on a sur le territoire et comment on peut s'intégrer à cette dynamique citoyenne. Donc voilà, on regrette qu'il n'y ait pas un statut du bénévole comme il se doit, on l'appelle de tous nos voeux, parler du travail des parlementaires. Néanmoins, voilà, on essaie à la fois de valoriser l'action des bénévoles sur Pont-Clé, mais surtout, la valorisation, c'est aussi donner les moyens, à la fois en fonctionnement, mais aussi d'investir sur notre patrimoine associatif. Je le disais tout à l'heure, le travail qui est fait sur l'escale, le travail qui est fait sur les équipements sportifs, qui est le travail qui reste à faire sur les équipements, pour faire en sorte qu'on puisse s'y sentir bien et faire vivre tout ça. Donc, une grosse pensée à tous nos bénévoles pontois, et juste rappeler qu'il y a une série de délibérations où il y a des NPPV. Donc voilà, on intègre ça. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Je vous propose de passer délibération par délibération pour mettre aux voix. Donc, la 19, attribution de subventions aux associations sportives. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 20, attribution d'une subvention à l'association sportive BSD. NPPV de M. Nader Dridi. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Subvention sportive au Handball Club Pontois, NPPV de Mme Solaire, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Association sportive OMS, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. PDC Natation GUC, la 23, NPPV de Bernard Baudon, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Subvention sportive US de Pont, NPPV de Mme Emery Veoff. Attribution de subventions aux associations culturelles pour l'année 2026, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 26, Association culturelle France-Chili, NPPV de Sam Toscano. Attribution de subventions aux associations environnementales, l'année 2026, la 27, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Association patriotique, année 2026, la 28, qui s'oppose, qui s'abstient.
une subvention à l'association patriotique UFAC pour l'année 2026, NPPV de Jean Rotolo. Attribution d'une subvention à l'association patriotique Anciens descendants et amis du maquis de Loisan, NPPV de messieurs Rotolo et monsieur Alphonse. Attribution de subvention aux associations de solidarité, la 31, qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. Attribution d'une subvention à l'association des sauveteurs secouristes pontois, NPPV de Rémi Besançon, qui est absent mais qui a son pouvoir. Attribution d'une subvention à l'association Secours Populaire, NPPV de Christophe Ferrari et de Jean Rotolo, qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. La 34, autorisation donnée au maire de renouveler l'adhésion de la collectivité à l'association Andev pour l'année 2026, qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. Convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour le fonctionnement du CLAS 2025-2026, qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. Autorisation donnée au maire de signer un avenant à la convention de partenariat avec le CNFPT pour le fonctionnement du centre ressources GUSP, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Et la 37 est en débat, je laisse la parole à Louise Alaïb pour tout simplement une autorisation donnée au maire, son représentant, de signer la convention de mise à disposition d'une portion de parcelle appartenant à Alpizer Habitat. Louise Alaïb. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, cette délibération s'inscrit dans la politique menée par la municipalité depuis plusieurs années en faveur du développement des jardins partagés. Cette démarche déjà engagée notamment avec un micro-projet jardin partagé sur Taillefer-Marceline. Cette démarche vise à créer du lien social, à favoriser l'implication des habitants et à développer des espaces verts de proximité. Ces espaces contribuent également à la lutte contre les îlots de chaleur et à l'amélioration du cadre de vie. Dans cette continuité, un micro-projet GUSP a été co-construit avec les habitants de l'avenue Raffin-Cabroise, donc fin d'année 2025. Je remercie d'ailleurs, entre parenthèses, les services qui se sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, de façon à pouvoir faire du lien avec les habitants et avoir leur avis sur ce projet. Donc pour la création de ce jardin partagé, sur une portion, comme il est indiqué, sur la délibération de la parcelle AP 207 appartenant au bailleur Alpizer Habitat. Les aménagements sont en cours de réalisation pour un montant de 12 474 € au titre de l'enveloppe micro-projet GUSP et nécessite donc la signature d'une convention de mise à disposition pour 5 ans avec reconduction tacite. Donc il est demandé d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention de mise à disposition de la parcelle entre Alpizer Habitat et la commune de Pont-de-Claix. Merci. Merci infiniment. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non, je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Autorisation donnée au maire de signer avec la métropole la convention de partenariat pour procéder au dépôt de dossier de demande de certificat d'énergie au pôle national des certificats d'énergie. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Dolores Rodriguez pour l'actualisation du tableau des effectifs. Merci, monsieur le maire. Alors, après avis unanime du CST du 12 janvier, je crois, nous vous proposons 4 modifications de poste. Un, à la direction de la DRH, c'est un poste de catégorie C, on transforme en catégorie B. C'est un agent qui va être formé à la gestion paye, donc ça relève de la catégorie B. Vous avez un poste à la direction générale des services, un poste de catégorie B transformé en poste de catégorie A. Cette agente va s'occuper de la DPO, de la protection des données, voilà. Donc c'est pas une mince affaire et ça relève évidemment de la catégorie A. Vous avez à la direction culturelle un poste de catégorie C, cadre d'emploi. Adjoint du patrimoine qui est transformé en assistant de conservation qui relève de la catégorie B. Là, je crois que c'est de l'avancement. Et à la direction de l'urbanisme, nous avons un agent de catégorie B
je dirais un agent, le poste de catégorie B, transformé en catégorie A, parce que ça relève les missions qu'on va lui demander et qui sont aujourd'hui faites par cet agent, relève du cadre d'emploi des ingénieurs. Voilà. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Nous arrivons au vœu. Vœu adressé au gouvernement et à la ministre de la Santé relatif à la réannoncée du dispositif des structures d'exercice coordonnées participatives, les SECPA, et à la garantie d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. La parole est à Isabelle Emery-Véop. Le 29 janvier dernier, le gouvernement a annoncé l'arrêt définitif du dispositif expérimental structure d'exercice coordonné participative, SECPA. Ce dispositif constituait le cœur du financement des centres de santé et des maisons de santé pluridisciplinaires, MSP, implantés en quartier prioritaire de la ville. En finançant conjointement le soin médical, l'action sociale, la médiation en santé et l'animation territoriale, il permettait l'émergence de structures de soins dont l'approche reposait sur une prise en charge globale des patients. Loin de respecter sa promesse de pérenniser ce dispositif en l'intégrant au droit commun, le gouvernement choisit de condamner des lieux de soins indispensables là où ils constituent la seule réponse de proximité, voire parfois le seul service public de proximité. 86% des quartiers prioritaires de la ville ne disposent aujourd'hui d'aucune autre structure de soins de premier secours. Supprimer le SECPA, c'est sciemment organiser le désert. Alors que le Premier ministre s'était engagé à faire de l'accès aux soins pour tous une priorité nationale, il choisit aujourd'hui, d'un trait de plume, de priver de moyens des centres de soins ayant pourtant fait la preuve de leur efficacité. L'onde de choc frappe directement notre territoire. À Échirolles, le village 2 santé et à Saint-Martin-d'Air, le pôle de santé interprofessionnelle sont menacés de perdre près de 40% de leurs revenus. À Pont-de-Claix, l'association Le Peuplier redoute également les impacts de cette suppression. Une fois de plus, l'État choisit de lâcher en rase campagne des acteurs de proximité. En se désengageant de sa compétence, il rejette, toujours avec le même cynisme, sur les épaules des communes et des acteurs de terrain la responsabilité de maintenir en vie des structures qui relèvent pourtant de sa responsabilité pleine et entière. Au-delà des dispositifs et des acteurs, ce sont des passions que l'on abandonne. Les conséquences sont d'ores et déjà connues. Renoncement aux soins, rupture des suivis pour les affections de longue durée, recul de la prise en charge de la santé mentale et retard des diagnostics pour des pathologies parfois graves. Les renoncements aux soins d'aujourd'hui feront les pathologies lourdes et les tragédies humaines de demain, pesant in fine bien plus lourdement sur les dépenses de santé et la solidarité nationale. En moins de 24 heures, plus de 4000 signataires ont rejoint une pétition pour dire leur attachement à cette médecine de proximité humaine et accessible. Face à cette urgence, le nouveau label France Santé, annoncé par le gouvernement aux contours flous et limités aux seuls soins non programmés, ainsi que les fonds d'intervention des ARS ne sont que des expédients, ces solutions proposent des financements 3 à 7 fois inférieurs aux besoins réels. Le conseil municipal de Pont-de-Claix interpelle le gouvernement et plus particulièrement la ministre de la Santé pour qu'il revienne sur cette décision. Le conseil municipal de Pont-de-Claix exige le rétablissement immédiat et la pérennisation du dispositif SECPA. L'État doit donner aux communes et aux structures de proximité les moyens de remplir leur mission, soigner, protéger et organiser localement les soins de premier secours. Le premier recours, pardon. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention qui souhaitent intervenir sur ce sujet? Personne? Oui, bien sûr, Isabelle. Cet après-midi, j'étais avec plusieurs élus au village 2 où il y avait journée morte des centres de santé, puisqu'il y a 26 centres de santé là qui sont très en danger. C'est 500 000 € de moins sur le budget du centre de santé du village 2. Donc, c'est potentiellement un arrêt de fonctionnement pour ce centre. Moi, je voudrais juste dire que ça fait 2800 patients qui n'auront plus de médecin.
au village 2, c'est 13 000 à Saint-Martin-d'Air. C'est des patients qui iront où? Ils vont aller aux urgences? Aux urgences de l'hôpital qui sont déjà saturées, qui sont. Alors c'est comme si en fait l'État se met une balle dans le pied. Enfin, à un moment donné, je trouve que ça n'a aucun sens. Les centres de santé, ils ont fait leurs preuves. On leur a promis une pérennisation des subventions, de cette expérimentation en tous les cas. On en est là. Nous, effectivement, on n'est quand même pas très. Ça fragilise en tous les cas l'idée d'avoir un centre de santé communautaire à Pont-de-Claix. Ça fragilise, mais ça n'empêche pas. En fait, je veux dire, on va trouver des solutions. On compte aussi sur d'autres partenaires tels que la région, les départements, etc. Mais en tous les cas, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, jusqu'à quel point et jusqu'à quand les collectivités vont devoir financer ce que l'État ne donne plus. C'est-à-dire que demain, si on veut un centre de santé à Pont-de-Claix, est-ce qu'il va falloir que nous payons ce centre de santé et à un moment donné, jusqu'où on va aller et jusqu'où on va s'arrêter. Et effectivement, je comprends qu'à un moment donné, on puisse être en colère. Je pense que je reprendrai les mots de Patrick Duron, disons, il faut qu'on résiste, il faut qu'on soit là et il faut qu'on s'accroche pour se battre sur ce dispositif. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Les chiffres que Isabelle vient de donner en termes de patientèle sont juste effrayants, en fait. On voit à quel point, finalement, la logique comptable, la logique du tableur Excel, qui n'a fait aucune démonstration d'efficacité depuis 10 ans dans ce pays, quand même. On peut se le dire, aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui restera? La question, à un moment donné, qu'est-ce qu'il restera au bout, finalement, si le sujet, c'est de réduire, je dirais, de façon définitive, tout simplement, un certain nombre d'outils. Donc, voilà, il est là le sujet. C'est le débat qu'on doit avoir avec nos concitoyens aujourd'hui, de se dire, est-ce que demain, la santé, c'est uniquement, tout simplement, ceux qui pourront se la payer, payer les dépassements d'honoraires majeurs, voilà. Donc, et du coup, avec, là aussi, finalement, je dirais, des populations qui sont renvoyées vers un non-soin, en fait, et qui ne pourront pas soigner, ce qui est déjà le cas à certains endroits. Déjà, avoir un médecin généraliste, quand vous l'avez, vous êtes heureux d'en avoir un. Quand, exactement, et bien d'autres. Donc, et je trouve que c'est là où la méthode est encore est extrêmement violente, c'est que, en fait, encore une fois, voilà quelles sont les conséquences du vote du budget national, en fait. Les conséquences du vote du budget national. Moi, je ne veux pas refaire une nouvelle tirade, mais tout le monde se félicitait que le budget de la sécurité sociale a été voté. Bah, écoutez, regardez, c'est extraordinaire, en fait. Extraordinaire. En fait, la réalité, c'est quand même ça. C'est ça aujourd'hui. Donc, voilà, écoutez, moi, on fait ce vœu qu'on adresse au gouvernement, qu'on envoie au gouvernement une fois qu'il sera voté. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais moi, je peux vous assurer, on pourrait faire une liste. Quels seront les prochains services publics qui seront ainsi anéantis? Nous sommes contraints à devenir finalement les bourreaux d'un gouvernement qui, aujourd'hui, n'a aucune limite en matière, tout simplement, d'impact sur la population. Voilà. Après, on s'étonne que les gens ne vont plus voter, que les gens n'ont plus confiance en personne, et c'est ça, en fait, le sujet. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas, évidemment, nous, lâcher l'affaire, mais en fait, on est sur il est temps que ce règne se termine et qu'on en finisse avec tout cela. Voilà, j'en finis à me dire que, finalement, une destitution du chef de l'État aurait été quand même peut-être plus intéressant. Merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je dois mettre aux voix, me dit le directeur général, il a raison. Sinon, nous ne pourrons pas l'envoyer au gouvernement.
Je ne sais plus d'ailleurs qui est ministre de la Santé, puisque ça change. Madame? Ouais, ah oui, celle qui a été élue récemment, là, c'est ça. Très bien. Allez, je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Les décisions du maire prises depuis la dernière séance, est-ce qu'elles appellent des observations? Non. Il n'y a pas d'autres points divers. Il n'y a pas de questions orales. Je me permets simplement un mot très amical pour vous remercier toutes et tous. Les élus qui sont aujourd'hui qui siègent, mais toutes celles et ceux qui ont siégé pendant cette mandature, investis pour le bien commun. Je voudrais vraiment vous saluer pour le travail qui a été mené. C'est un sacerdoce d'être un élu local aujourd'hui. Franchement, heureusement que la France d'en bas est là pour faire tenir ce pays, parce que si on comptait uniquement sur la France d'en haut, ça ferait belle lurette qui serait partie à volo. Merci infiniment. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui ne continueront pas leur mission, une belle suite. Et en tout cas, vous remercier extrêmement chaleureusement. À très très vite et à très bientôt. Merci infiniment.